Bonsoir à tous. Thème de campagne, c'est la nouvelle émission de LCP, une émission qui veut parler du fond des choses, ce qui n'est pas toujours abordé dans les débats politiques actuellement. Une émission qui va courir jusqu'à la fin juin, donc il y aura 5 émissions qui aborderont tout ce qui intéresse les Français, que ce soit pendant la présidentielle, puis pendant les législatives, avec, vous le verrez, des sondages décapants et puis des grands témoins dont la parole est très rare, mais toujours très attendue. Ce soir, ce sera Pascal Lamy. Alors, tout d'abord, Mathias Léridon, pourquoi le thème que nous avons choisi pour cette première émission, Europe, Europe au pluriel? Patrick, parce que l'Europe est au cœur de la campagne présidentielle, peut-être même d'ailleurs encore plus depuis dimanche dernier, et Europe au pluriel parce qu'on voit bien que dans cette campagne, ce sont plusieurs visions, plusieurs manières d'envisager l'avenir de l'Europe qui s'affrontent, et que si le thème de l'Europe est sûrement le sujet central de la construction de la France au XXIe siècle, ça sera probablement dans quelques semaines un des sujets déterminants pour l'élection présidentielle. Et maintenant, Laurent Bigogne, pourquoi Pascal Lamy, puisque j'ai donné le choix. On a la chance de recevoir ce soir le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Il a un parcours européen et international qui sont exemplaires. Sa compétence, son expérience sont très reconnues, bien au-delà de nos frontières. Il est en quelque sorte aujourd'hui, sans doute, le plus européen des décideurs français. Et il aura, à la toute fin de l'émission, un challenger que je vous invite à découvrir. Il ira loin. À tout de suite. Avec nous donc Pascal Lamy, bonsoir. Bonsoir. Grand patron du commerce mondial, donc l'homme que l'on déteste ou que l'on aime selon qu'on est pour la mondialisation ou contre la mondialisation. Vous nous direz s'il est possible de trouver une mondialisation heureuse. Et vous allez le voir à travers ce petit reportage de Sigo Ibanez. Pour l'instant, le terrain de départ est difficile. Entre l'Europe et ses peuples, ce n'est pas toujours le grand amour. Pour beaucoup de Français, l'Europe c'est loin et c'est compliqué. Il y a des tas d'organismes de couches assez complexes dont on ne sait pas trop comment ils s'organisent. L'idée que Mitterrand avait lancée, ECOL pour une Europe unie et solidaire, aujourd'hui elle est en train de tomber. Maintenant, il y a énormément de nations concernées. Quand il y en avait 6, les décisions pouvaient se prendre beaucoup plus rapidement et c'était beaucoup plus efficace. Je crois que l'Europe est mal partie, globalement. Un sentiment de défiance qui ne date pas d'aujourd'hui. 29 mai 2005, souvenez-vous, référendum sur la Constitution européenne. 3, 2, 1. Nous sommes en mesure de vous donner donc le résultat. C'est le non qui l'emporte à ce référendum sur le projet de Constitution européenne avec 54,5%. Les Français rejettent le traité constitutionnel. L'Europe politique entre en crise. C'est votre décision souveraine et j'en prends acte. Nous sommes ce soir devant une crise politique majeure. Le rejet du traité, c'est donc d'abord le rejet du pouvoir. Je regrette ce rendez-vous manqué avec le projet politique européen. Alors pourquoi un tel rejet? À gauche, certains dénoncent une Europe antisociale. La démocratie a fait que le peuple a gagné. Il a dit non à ce traité libéral. Alors qu'on lui disait c'est obligatoire de dire oui. Et bien il a dit non. À droite, les souverainistes s'inquiètent pour l'indépendance du pays. C'est la fin de la souveraineté de la France et le général de Gaulle, beaucoup s'en réclament, disait pour moi la démocratie se confond avec la souveraineté nationale. 4 ans plus tard, aux élections européennes, le fossé se creuse une fois de plus. L'abstention bat un nouveau record. En France, 60% des électeurs boudent les urnes. Ce sentiment de rejet est-il propre à la France? Pas vraiment. En Europe, les partis populistes et eurosceptiques réalisent chaque année des percées électorales spectaculaires. L'Europe politique semble en panne et les peuples en proie au repli identitaire. Pascal Lamy, avant que je vous laisse dans les mains expertes de Mathias Léridon, est-ce qu'on peut encore y croire à cette Europe? Vous qui avez été à Bruxelles, à la fois le bras droit de Jacques Delors et puis un commissaire européen redouté et respecté, est-ce qu'elle peut faire rêver?
Oui, je crois que oui. Et je crois que si on veut s'en persuader, il suffit de prendre un billet d'avion pour aller ailleurs qu'en Europe et de regarder le monde dans lequel on est aujourd'hui et surtout d'imaginer celui dans lequel on sera demain. Mais elle est vraiment enviée, l'Europe, vue de l'extérieur, son organisation? Elle est considérée comme un des éléphants potentiels du monde de demain. Les États-Unis en resteront un, la Chine en sera un, l'Inde en sera un, l'Afrique en sera un. La question est simple. Est-ce que chacun des petits pays européens, dans le monde de 20, 30, 40, 50 ans, est-ce qu'il peut encore peser? La réponse est évidemment non. Et donc, il n'y a pas d'autre issue que la construction européenne, à condition que les Européens veuillent continuer à peser dans le monde de demain. Il y a une civilisation européenne, il y a des valeurs européennes, il y a un modèle européen d'économie sociale de marché qui n'est pas forcément partagé par le reste du monde. Ils sont prêts à coexister avec celui-là. C'est ça, c'est une affaire de valeurs. Si les Européens croient à leurs valeurs, à leur civilisation, à ce qui a fait leur histoire, à ce qui est le fondement de leur philosophie, alors ils n'ont pas d'autre choix que de s'intégrer davantage. Mais alors, Pascal Lamy, justement, vous dites que les Français doivent croire à leur civilisation, mais aujourd'hui, les Français, les Européens, ils croient plutôt à deux choses qui sont paradoxales. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont l'impression que l'Europe est trop pesante, c'est une contrainte dans leur vie quotidienne à travers ses réglementations, et en même temps, ils se disent finalement l'Europe ne pèse pas assez à l'extérieur, elle n'est pas assez forte. Et on voit bien que dans cette séquence, les Européens, régulièrement, depuis plus de 10 ans, sanctionnent par leur vote ce processus de construction européenne. Et on voit bien d'ailleurs dans la campagne présidentielle que c'est plusieurs visions de l'Europe qui sont en train de s'affronter. Et d'ailleurs, les différents candidats disent qu'il faut renégocier les traités européens, mais sauf que ce n'est pas les mêmes traités qu'ils demandent de renégocier. Donc, moi, la question que je me pose, c'est, après l'Europe de la construction de la paix, après la Seconde Guerre mondiale, après la communauté économique européenne du charbon et de l'acier, après l'Europe des institutions, l'Europe de l'euro, on a l'impression qu'on passe beaucoup de temps en Europe à construire des dispositifs économiques, commerciaux, politiques, institutionnels, mais qu'on n'arrive pas à trouver ce rêve européen, cette fierté européenne. Comment vous expliquez qu'on n'arrive pas à trouver, alors qu'il y a une vraie civilisation européenne, cette fierté européenne qui permettrait aux Européens d'affronter ensemble, unis, la grande bataille de la mondialisation? Je crois que ce que vous dites est juste, et mon interprétation de ce que je viens d'entendre, c'est que les Européens, les Français, d'autres d'ailleurs, sont en quelque sorte des déçus de l'Europe. Ils attendent énormément de l'Europe. Ils continuent, si on regarde les sondages, à attendre bien davantage des institutions européennes que de leur gouvernement. Tous les sondages le montrent. Et pourtant, l'Europe ne leur apporte pas ce qu'ils attendent. C'est-à-dire, effectivement, une puissance, quelque chose qu'ils comprennent. C'est épouvantablement compliqué. Et on a joué, depuis le traité de Maastricht, à cette espèce de concours Lépine institutionnel qui consiste à inventer une présidence tous les mois, ce qui est une erreur redoutable. Dire, cette espèce de prolifération d'institutions, ce retour à l'intergouvernemental, tout ça est absolument obscur. Donc, je crois que ça, c'est l'essentiel. C'est une déception. Maintenant, il reste, et vous avez raison de le dire, il reste une très grande difficulté que je comprends mieux d'ailleurs depuis que je suis directeur général de l'OMC, à fabriquer, à constituer, à installer, à instaurer un espace politique vivant, reconnu, d'ordre supranational. Est-ce qu'il existe au sein de l'OMC cet espace politique? Je le vois. Vous le sentez dans la discussion quotidienne entre les pays? Ce que je vois de l'OMC, je vois de là où je suis, c'est que en matière politique, l'espace national reste solide, l'espace européen est liquide et l'espace international est gazeux. Et c'est très difficile de faire de la politique ailleurs que dans le solide. Alors regardez l'exemple du Parlement européen. Justement. On élit le Parlement européen au suffrage universel, on ne peut pas faire mieux, d'après Montesquieu, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Il y a encore mieux, il y a l'élection du président de l'Europe. J'espère qu'on y viendra. Alors on va y venir tout de suite parce qu'on a fait faire un sondage, OpinionWay, vous allez voir, très intéressant. On demande aux Français s'ils sont d'accord avec l'élection au suffrage universel d'un président de l'Europe. Regardez leur réponse.
Leur réponse est majoritairement, Mathias, positive. Deux tiers, un tiers. Elle est positive. Moi, je crois que lorsqu'on voit les Français qui disent à 64%, nous sommes en faveur de l'élection d'un président européen au suffrage universel direct. Comme il n'y en a pas aujourd'hui, évidemment, c'est une question un peu conceptuelle, mais moi, je crois que derrière ça, il y a ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a une volonté des Français pour à la fois avoir une représentation simple sur le plan politique de l'Europe, parce que le suffrage universel direct, ce sont les Européens qui votent démocratiquement pour un président, et puis aussi, c'est une incarnation de l'Europe, parce que on n'en a pas parlé, mais l'Europe aujourd'hui, lorsqu'on la voit avec votre œil de directeur général de l'OMC, elle est représentée par qui? Bon, dans le cas du commerce international, ça va encore. Parce que ça fait 50 ans que l'Europe a une politique commerciale commune et que c'est le commissaire européen, que j'ai été d'ailleurs dans une vie antérieure, qui fait tourner la baraque. Mais la politique étrangère, rien du tout. La politique étrangère, effectivement, là, il y a plusieurs personnages. Il y a le président du Conseil européen, il y a la ministre des Affaires étrangères, il y a le président de la Commission européenne. Bon, tout ça ne va pas. Ne compte pas, en tout cas. C'est un bazar de communication politique. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on a changé le modèle initial, qui était très simple. Il y avait un quasi-gouvernement européen, qui s'appelle la Commission européenne, il y avait un quasi-Sénat des États membres, qui s'appelle le Conseil européen, et il y avait un quasi-Parlement, élu au suffrage universel, système parlementaire classique. Ce qui est très intéressant dans le sondage que vous venez de montrer, c'est qu'on demande aux Français s'ils sont pour l'élection d'un président européen au suffrage universel. Vous avez raison de dire, ils disent oui, parce que, comme c'est le bazar, ils disent il y en aura un, on saura qui c'est. Bon. Ce qui va pas là-dedans, c'est que la culture politique européenne n'est absolument pas présidentielle. Il n'y a que les Français qui ont une culture présidentielle, parce que le général de Gaulle leur a mis ça dans la tête à l'époque, et Dieu sait qu'il a fallu des crises pour y arriver. La culture européenne, elle est parlementaire. Donc l'élection d'un président de la République européenne au suffrage universel, c'est un truc franco-français. Ça montre quoi? Ça montre que les Français connaissent pas leurs voisins. Mais est-ce que les voisins des Français connaissent mieux les Français? À mon avis, un peu mieux, ne serait-ce que parce que la France a toujours eu une très grande visibilité. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles les Français ne connaissent pas très bien leurs voisins, c'est qu'ils ont plutôt tendance à se présenter en permanence sur le devant de la scène. Bon. Donc, pour en revenir à cette idée, je ne crois pas, personnellement, petite expérience européenne, j'ai passé 15 ans de ma vie à Bruxelles, 10 ans avec Delors, 5 ans comme commissaire, je ne crois pas que la solution soit l'élection au suffrage universel d'un président avec une méthode qui n'est absolument pas dans la culture politique des autres. La solution, il faut bien le reconnaître, c'est que la majorité, sinon la quasi-exclusivité des systèmes politiques en Europe sont les systèmes parlementaires, qu'il faut une commission européenne, qui est un gouvernement européen. Oui, mais avec un vrai président. Il faut que le président... Là, il y a une solution très simple que Delors avait suggéré à l'époque. Il n'y a pas besoin de changer les traités. Que chaque parti politique européen, au moment des élections européennes, désigne son champion, en disant si nous gagnons, ce sera Monsieur Machin ou Madame Chose qui sera président de la Commission européenne, parce que il n'y a que lui ou qu'elle que le Parlement européen investira. Le système est un système parlementaire. La Commission européenne est investie par le Parlement européen. Le Parlement européen peut voter une motion de censure contre la... D'ailleurs, c'est déjà arrivé. Mais en général, on choisit toujours le plus petit dénominateur commun parce qu'il ne gênera pas. Et ça veut dire que vous évacuez... Non, mais là Patrick, avec cette proposition, on sort de là. C'est plus les diplomates du Conseil européen qui fabrique une tambouille qui fait qu'il y a monsieur machin ou madame chose qui va sortir parce que c'est le plus petit commun dénominateur acceptable pour les chefs d'État et de gouvernement. C'est le Parlement européen, élu par les citoyens européens, qui désigne le chef du gouvernement. On revient dans un système simple. Mais ça veut dire que vous évacuez totalement l'idée qu'un jour, en Europe, on puisse avoir un système de fédéralisme, quel qu'il soit, entre les pays européens. Mais pas du tout, absolument pas. Je pense d'ailleurs que, disons, des institutions fédérales sont les seules qui soient capables de mener cette barque. Et d'ailleurs, la meilleure preuve en est que là où on a vraiment quelque chose en commun, qui est l'euro, qui est une monnaie commune, pour une partie des pays européens aujourd'hui. La Banque centrale européenne est l'institution la plus fédérale qui soit. On y vote
au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale, on y vote à la majorité. Oui, mais vous pas savez, qualifié vous à savez la Pascal majorité. Lamy, que la grande inquiétude des Européens et la grande question sur la Banque centrale européenne, c'est de dire oui, il y a une Banque centrale européenne, mais finalement, elle n'est pas pilotée par une politique économique européenne unifiée entre les différents pays. Et ça, ceci est tout à fait juste. Vous avez parfaitement raison. Ce qui a été fait au moment de Maastricht, ce n'était pas ce que Delors il y a 20 et quelques autres avaient proposé. On a fait une union économique et monétaire qui était très monétaire et pas très économique. Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Parce que les États membres de l'Union européenne ont toujours été extrêmement réticents à transférer de la souveraineté au niveau européen. Alors on s'est aperçu avec cette crise qu'on avait fait une erreur, qu'il y avait une grosse jambe monétaire, une petite jambe économique, et que bon, ça va bien quand on marche, mais quand on court, on se casse la gueule. Et c'est ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est en train, enfin, de construire une jambe économique, mais qui sera forcément plus supranationale que le dispositif passé. À tous les deux, je voudrais montrer la deuxième partie de notre sondage. Ça va vous intéresser très directement, puisqu'on demande aux Français, est-ce que vous pensez que l'Union européenne a encore un avenir face à la mondialisation? Et là, Mathias, la réponse, alors là, c'est écrasante. Elle est écrasante, puisque c'est presque 3/4 des Français qui aujourd'hui disent que l'Union européenne a un avenir face à la mondialisation. Ce qui est quand même très intéressant lorsqu'on regarde les débats des candidats à l'élection présidentielle, qui finalement tous veulent remettre sur le métier, remettre en cause les différents traités. Il y a 3 Français sur 4 qui disent oui, l'Union européenne a un avenir dans la mondialisation. Mais cette Union européenne, on a l'impression que c'est en fait un réflexe d'appartenance. Aujourd'hui, les Français ont un réflexe d'appartenance à l'Europe. En revanche, on voit bien qu'il y a une difficulté à créer quelque chose qui va au-delà de l'appartenance subie, mais qui permette d'avoir une fierté. Quand on est directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, on voit bien que les pays émergents, les économies émergentes, qui sont d'ailleurs de moins en moins émergentes, elles ont une fierté de participer à ce grand mouvement de la mondialisation. Est-ce que vous croyez que les Européens peuvent trouver une fierté partagée entre 27, bientôt 28, pour aller justement aborder cette grande bataille de la mondialisation? Je crois que oui, mais je sais aussi que c'est lent, c'est long, c'est difficile. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, c'est une affaire de légitimité, c'est une affaire de confiance dans l'espace politique dans lequel on se meut. La légitimité, c'est une affaire de proximité. Un maire, tout le monde le connaît, tout le monde trouve qu'il est légitime. Président de conseil régional, c'est déjà un peu plus compliqué. Un député, c'est encore plus compliqué. Quelque chose au niveau européen, c'est très loin. Je ne parle même pas du niveau mondial. Et donc, il y a eu un sentiment d'appartenance, et l'appartenance primaire, compte tenu de l'histoire de l'Europe, elle est aux États-nations. Et tout ceci a été d'ailleurs forgé, fabriqué par une propagande, une histoire. Chaque pays vit sur des mythes. L'Europe, elle n'a pas grand-chose comme mythe. Elle est même, en quelque sorte, fondée sur un contre-mythe. Les grands mythes fondateurs des pays européens, c'est des mythes guerriers. C'est des batailles qu'on a gagnées ou qu'on a perdues. Il y a les mythes culturels, quand même, aussi, qui ont eu de l'importance. Et puis l'Europe est basée sur la guerre aussi. Elle est basée sur un contre-mythe qui est la paix. Et la paix, c'est difficile de mobiliser sur la paix. C'est pour ça qu'on a fait l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on Parce qu'on ne mobilise sur la paix que dans les moments de catastrophe qui s'appellent des guerres. D'ailleurs, ce que vous dites est très vrai, puisque les Français, plus ils sont âgés aujourd'hui, plus ils sont attachés à l'idée européenne. Et on peut peut-être penser qu'il y a un lien entre le fait qu'ils aient connu la guerre et qu'aujourd'hui... Nous savons tous que... Moi, je vois la génération de mes enfants, je ne parle même pas de mes petits-enfants qui ne sont pas encore en âge de pensée politique. Mais la génération de mes enfants, l'Europe, c'est un acquis. L'idée qu'on puisse se faire la guerre entre pays européens apparaît totalement farfelue. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut petit à petit remplir cet espace supranational d'une vie politique, démocratique, d'une espèce de quelque chose d'affectif qui n'est pas là pour l'instant. Et je pense que pour cela, il faut, encore une fois, animer les élections parlementaires européennes. Que les Français pensent que l'Europe a un avenir dans la mondialisation, au fond, je n'en suis pas surpris. Il n'y a un avenir dans la mondialisation pour les Français qu'à condition de faire davantage d'Europe. Mais les Français, dans les débats sur l'élection présidentielle, on le voit bien, ils ont à la fois cette conviction profonde et en même temps la conviction que les règles du jeu ne sont pas totalement réciproques dans l'organisation de leur vie quotidienne entre la France, l'Europe et l'extérieur de l'Europe.
Est-ce qu'aujourd'hui, il est totalement politiquement inenvisageable pour le directeur général de l'OMC d'envisager une ouverture d'une certaine préférence ou d'une dose de préférence économique européenne qui fasse que les Européens aient l'impression qu'on joue avec les mêmes règles du jeu entre les pays émergents, dont le coût social, le coût environnemental n'est pas pris en compte par l'OMC, et que quelque part, ils aient l'impression d'être à armes égales avec l'extérieur. Là, je vais être obligé d'être franc et probablement un peu brutal. La France, sur ce sujet, vit dans une espèce d'hallucination collective. Sur des mythes. Mythe numéro 1, l'Europe serait une victime de la mondialisation. Totalement inexact. On a l'impression que les pays émergents en gagnent davantage. L'Europe a triplé son solde commercial extérieur industriel en 10 ans. 200 milliards d'euros aujourd'hui. Ça ne l'a pas beaucoup aidé sur sa croissance. Donc, l'Europe se débrouille très bien dans la mondialisation. L'Europe fait 20% de part de marché mondiale depuis 20 ans. Les Américains et les Japonais ont tous les deux dégringolé de 5 ou 6 points. Donc, cette idée que l'Europe serait une victime de la mondialisation, qui est une idée d'ailleurs typiquement française, une espèce d'intoxication collective au protectionnisme, là. Bon. Deuxième idée, parfaitement farfelue, je crois retrouver la trace dans votre propos, l'Europe ne se protégerait pas. Elle serait la seule à ne pas se protéger, alors que les autres, eux, c'est des bons, et nous, en quelque sorte, enfin, vous, si je puis dire, vous êtes des naïfs. Farfelus. Les chiffres ne disent absolument pas ça. L'Europe se protège aussi bien... En matière économique. L'Europe se protège aussi bien que les États-Unis, le Japon ou des pays de niveau développement. Dumping environnemental. Qu'est-ce que ça veut dire que le dumping environnemental? C'est quoi? Vous allez contrôler la dose de gaz carbonique dans le commerce extérieur européen? Faites ça, et vous allez vous apercevoir que compte tenu de la spécialisation économique européenne sur cette planète, l'Europe exporte davantage de carbone qu'elle n'en importe. Hein, donc toutes ces je cite ces quelques faits parce que je suis fasciné, encore une fois, par cette espèce d'hallucination collective des Français, comme quoi c'est une catastrophe, il faudrait se protéger. Alors, ça n'a pas de sens quand on regarde les chiffres et les faits. Pour élargir un peu, mais en restant dans cette idée de la protection, j'ai une dernière question pour cette partie à vous poser. Quand vous entendez un homme qui n'est pas n'importe qui, même s'il est candidat actuellement, mais qui est le président de la République, qui propose de renégocier 3 traités européens, notamment autour de l'espace de Schengen, qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, je ne peux pas, dans ma position institutionnelle actuelle, interférer avec le débat politique français. Je dis simplement, je répète, que cette idée que l'Europe est victime de la mondialisation et donc qu'il faudrait l'en protéger ne correspond pas aux réalités. Alors qu'il y ait, on y reviendra peut-être dans la suite de ces discussions, qu'il y ait un problème de compétitivité pour certains pays en Europe, certainement. Que les 200 milliards de soldes industriels positifs que l'Europe fait dans son commerce extérieur, notamment avec les pays émergents, ne soient pas répartis également entre tous les pays européens, qu'il y en ait beaucoup pour l'Allemagne et certainement moins pour la France ou pour l'Italie, sans doute. Mais ça n'est pas un problème européen. Les Européens ont la même politique commerciale extérieure depuis 50 ans. C'est un cas de laboratoire. Hein, parce qu'il y en a qui se débrouillent, il y en a qui se débrouillent correctement, il y en a qui se débrouillent pas correctement. Ils sont tous soumis dans les mêmes conditions. Donc ça n'est pas une affaire de protection. Ils ont tous la même protection depuis 50 ans. Comment se fait-il qu'il y en ait quelques-uns qui se débrouillent très bien et d'autres moins bien? Ne mettons pas ça, s'il vous plaît, sur le dos de l'Europe. Il y a des pays qui ont les gouvernants des uns et des autres. Il y a des politiques nationales qui sont sans rentrer dans l'élection présidentielle, Pascal Lamy, est-ce qu'il y a un traité aujourd'hui fondateur de l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui qui, selon vous, mérite d'être discuté par les pays européens? Pour régresser, vous voulez dire? Pour faire moins d'Europe? Non, pour faire plus d'Europe. Pour faire plus d'Europe, il me paraît évident
personnellement, et encore une fois, je n'exprime pas là une position dans un débat politique franco-français, que le traité qui vient d'être signé et qu'il faudra ratifier, parce que c'est un minimum qui instaure davantage de discipline budgétaire sous contrôle européen, devra être complété par quelque chose de nature économique qui assure aux Européens que, bien sûr qu'on va redresser les finances publiques qui en ont grand besoin parce qu'il faut avaler ce mur de dette que les Européens ont créé, mais qu'on va faire de la croissance. Donc qu'il faille quelque chose... De ce point de vue, François Hollande est dans la bonne démarche quand il dit qu'il faut ratifier, mais après ne me faites pas prendre parti, je dis simplement que... On est en campagne. Il faut, en Europe, un pacte, et ça s'appelle un traité, pas un truc en carton-pâte comme le pacte de stabilité sur lequel M. Schröder et M. Chirac se sont assis pour l'exécuter. Il faut un pacte, c'est-à-dire un traité budgétaire, économique et de compétitivité. Il faut un pacte de stabilité, de croissance et de compétitivité. C'est ça l'avenir de l'Europe, et elle a, je crois, tout à fait les moyens de le faire dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Mathias Thierry, donc c'était votre dernière question. Vous allez être remplacé comme expert, puisque nous avons travaillé tous les trois ensemble pour préparer cette émission, par Laurent Bigot. Merci Mathias. Alors Pascal Lamy, avant de vous mettre dans les mains non moins redoutables de Laurent Bigorgne, je voudrais que nous regardions un sujet qui a été également réalisé par Sigor Ibanez, qui nous en dit long sur les Français face à l'euro. Non pas seulement l'Europe, mais l'euro tout court. Et si la zone euro ne survivait pas à la crise? Depuis la faillite de la Grèce en 2010, la question se pose. 120% d'endettement, un déficit budgétaire record de 13%, l'économie grecque est au bord du gouffre. Alors pour éviter l'implosion et la sortie de la zone euro, le gouvernement applique une politique de rigueur inédite. Des mesures drastiques qui provoquent la colère du peuple grec. Je suis retraité et ils me réduisent ma pension de retraite déjà très faible. La raison pour laquelle nous faisons grève, c'est que nous voulons retrouver la vie que nous avions avant. Nous voulons un monde meilleur. Face à cette contestation, le Premier ministre Georges Papandréou démissionne en novembre dernier. Pour débloquer la crise, la France et l'Allemagne se portent au chevet du pays. Leur plan d'aide, 130 milliards d'euros. Nous sommes prêts à aider la Grèce. Mais cela implique que la Grèce, de son côté, remplisse ses engagements. Les décisions sont les bonnes. Elles doivent être appliquées rapidement. Mais ce nouveau plan sera-t-il suffisant? En Europe, on redoute l'effet domino. Plusieurs pays sont eux aussi sur la sellette. Le Portugal, l'Espagne et l'Italie. Face à cette crise, l'Union européenne maintient le cap. La zone euro doit être sauvegardée. Une orientation parfois critiquée. Certains plaident même pour une sortie de l'euro des pays en difficulté. Nous voulons manger, crient les manifestants qui subissent de plein fouet la crise économique. D'autres se ruent dans les supermarchés, pillant les rayons alimentation ou emportant quelques kilos de viande. Ces images datent de 2001. À l'époque, l'Argentine est en faillite, incapable elle aussi de rembourser ses dettes. Pour sortir le pays du chaos, contre toute attente, le président Duhalde dévalue le peso, la monnaie nationale. Une solution qui a ruiné bon nombre d'épargnants, mais qui a permis à l'Argentine de pouvoir rembourser la dette et d'en finir avec la crise. Le modèle argentin pourrait peut-être un jour inspirer la Grèce. J'ai vu Pascal Lamy soupirer à l'évocation du modèle argentin. Je le laisse en vos mains. Bonsoir. On vous a entendu faire un plaidoyer sur cette union économique et monétaire. On vous a lu aussi, on voit que vous plaidez souvent pour à la fois un renforcement d'une politique budgétaire commune, mais aussi un renforcement de la compétitivité de l'espace européen pour les entreprises et donc naturellement au service de l'emploi. Quand vous regardez au fond, et votre position vous permet de surplomber un peu le débat européen, quand vous regardez au fond la façon dont se structure en Europe, mais aussi dans notre pays, la France, ce double débat sur une politique budgétaire commune, mais aussi sur un espace qui se construirait au service de la compétitivité des entreprises, vous avez l'impression d'être entendu, d'être suivi?
Ça dépend des pays, et je dois veiller à ne pas trop interférer dans le débat entre les Européens, pas plus que je ne dois interférer dans le débat entre la Floride et le Michigan aux États-Unis. De mon point de vue, de DG de l'OMC, l'Europe, c'est un tout parce qu'elle a une politique commerciale commune. Si je regarde l'économie européenne par rapport au reste du monde, qu'est-ce que je vois ? Je vois une économie extrêmement développée, très riche, l'équivalent de celle des États-Unis, un peu vieillissante, même un peu beaucoup dans certains pays. Et je vois une économie qui a deux désavantages qu'elle peut traiter, qui sont d'une part que ses services ne sont pas assez productifs, et d'autre part qu'elle est très, très, très dépendante énergiquement, sur le plan de l'énergie, par rapport aux autres. Et qu'elle a une toute petite croissance, conjoncturellement en tout cas. Oui, mais ça, disons, la petite croissance, on l'a pour les 5 ans qui viennent. La seule question qui reste ouverte pour les Européens, c'est est-ce que ça va durer 5 ans ou est-ce que ça va durer 10 ans ? Mais les 5 ans qui viennent, ils sont, d'un certain point de vue, râpés parce qu'on ne peut pas avaler le mur de dette sans réduire la croissance. Mais en même temps, on sait très bien que si on n'augmente pas à un certain moment, le mur de dette sera encore plus difficile à avaler. Donc il faut la combinaison des deux. Où l'Europe a-t-elle un potentiel de croissance qu'elle peut exploiter en matière de services ? L'Europe n'a pas de marché intérieur des services. Les Américains ont un marché intérieur de 250 millions de consommateurs en matière de services. Les Européens n'ont pas un marché intérieur qui serait de 500 millions de consommateurs en matière de services. À rebours des décideurs politiques français et du discours ambiant, vous nous dites priorité au marché unifié des services, priorité à la productivité des services européens. Je regarde là où l'Europe fait moins bien que les États-Unis et bientôt d'autres éléphants. Deuxième élément de faiblesse, la politique énergétique. Et ça, c'est un problème, de politique extérieure. Les Européens n'ont pas de politique énergétique commune vis-à-vis de l'extérieur. Et 2, c'est un problème industriel. L'Europe est, et c'est normal d'ailleurs d'un certain point de vue, elle est en pointe sur le plan international en matière de préservation de l'environnement, en matière de réduction des émissions de gaz carbonique, qui est quand même un problème majeur pour cette humanité. Là, l'Europe a un drapeau, elle a un signal, elle a une politique. Il faut qu'elle fasse bien davantage en matière d'économie d'énergie. Ça, c'est ce qui peut être fait au niveau européen, et c'est, à mon avis, en gros, 1 ou 2 points de potentiel de croissance qui sont en cause. Alors, on va me dire, oui, mais attendez, c'est pas si facile de faire une unification des services européens. Souvenez-vous, l'affaire du plombier polonais, oui, tout ça c'est vrai, mais il faut regarder les chiffres. Là, il y a de la croissance potentielle qui est tout à fait possible. Et puis après, une fois qu'on a fait ça ensemble, et ça c'est vraiment des choses qu'on peut faire ensemble, parce que c'est là qu'il y a des économies d'échelle, c'est là qu'on peut peser, y compris en matière énergétique. Après, c'est des affaires de politique nationale, et si on regarde la compétitivité, on sait très bien que la France, aujourd'hui, a un problème de compétitivité. Encore une fois, ça n'est pas la politique commerciale extérieure de l'Europe qui est en cause, c'est pas qu'elle soit ouverte, c'est pas qu'elle soit offerte, c'est pas qu'elle soit naïve, c'est le fait qu'il n'y a pas ce qu'il faut dans la compétitivité des commodités françaises. Et d'ailleurs, la preuve que ce n'est pas un problème de protectionnisme, c'est que là où la France a perdu des parts de marché depuis 5 ou 10 ans, c'est en Europe, là où les conditions de concurrence sont les mêmes. Là où elle en a gagné, c'est là où, soi-disant, il y aurait du dumping social ou environnemental. Alors, pour poursuivre dans cette illustration, 2 sondages, 2 questions du fameux sondage, avec les réponses qui vont vous paraître paradoxales. On a demandé aux Français si, selon eux, l'euro, donc à peu près 10 ans, ça avait été bénéfique pour eux. Eh ben, ils répondent non, assez majoritairement. Majoritairement, oui, 60%. 6 sur 10, voilà, 6 sur 10. Mais quand on poursuit et qu'on demande aux Français s'ils veulent pour autant sortir de la zone euro, ben vous allez voir la réponse. Est-ce que vous souhaitez que l'euro survive à la crise économique? Alors là, c'est assez net.
Ce sondage, d'une certaine façon, il traduit un peu l'échec de la classe politique française, parce qu'on a au fond des concitoyens qui sont bien plus lucides et peut-être même audacieux que leurs hommes et leurs femmes politiques, au sens où à la fois ils sont un peu déçus vis-à-vis des résultats de l'euro, il faudrait sans doute très largement nuancer ce tableau, et en même temps ils sont très réalistes par rapport au futur. Vous êtes critique de la classe politique française, de façon générale, on n'entrera pas dans les responsabilités d'un tel ou un tel, pas du tout votre rôle, mais vous êtes au fond en situation de comparer tous les décideurs que vous rencontrez, de voir un peu comment les Français se situent à l'échelon international. Vous êtes critique, vous trouvez qu'on est dans la moyenne? Quel regard vous portez sur la classe politique française? Non, disons, si je compare le débat politique sur les questions économiques, je ne veux pas aller plus loin parce que le reste, je connais moins bien, la France est un pays de dépression. La qualité du... Vous trouvez qu'on se flagelle trop les uns les autres? Une espèce de pessimisme phénoménal, qui colle d'ailleurs avec cette idée que la classe politique française, dans son ensemble, de l'extrême droite à l'extrême gauche, et encore une fois, je ne prends pas parti, a petit à petit instillé dans le cerveau des Français, qui est que la France est une espèce d'îlot de bonheur dans un monde qui ne cesse de tenter de les viscérer de ce qui lui reste de son bonheur. Bon. C'est un truc terrible. C'est horriblement démotivant. Vous avez vu que dans les sondages, ce sont les Français qui sont les plus malheureux de tout, qui se jugent les plus malheureux de tout. Les Français sont les champions du monde du pessimisme, depuis toujours. Bon. Le fait que les champions du monde de l'optimisme soient les habitants du Nigeria ne dit pas totalement tout sur, disons, sur ce que veulent dire ces sondages. Bon. Donc, un pessimisme généralisé. Et le pessimisme, c'est très mauvais quand il y a des réformes à faire. Si vous êtes persuadé que de toute façon, c'est la cata, vous n'allez pas tellement vous bouger pour éviter que ce soit la cata. Ça, il y a un problème d'esprit public. Par ailleurs, il est vrai qu'en matière économique, nos voisins, vos voisins, je garde mes distances, belges, néerlandais, allemands, italiens, espagnols, ont une culture économique infiniment supérieure. Et donc tout ceci mène en quelque sorte, et je reprends justement ce grand débat sur le fait que la question c'est qu'il faudrait protéger, on ne sait pas très bien d'ailleurs ce qu'il faudrait protéger. Est-ce qu'il faudrait protéger l'Europe? Est-ce qu'il faudrait protéger la France? Est-ce qu'il faudrait protéger l'Europe du reste? Est-ce qu'il faudrait protéger la France de l'Europe? Ce grand débat a pour effet de masquer le vrai débat que d'autres pays européens se sont pelés à certains moments, qui est comment rendre notre économie plus compétitive. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de Français pensent, la compétitivité, c'est davantage d'emplois. Je le sais, j'emploie ce mot compétitivité qui est fondamental dans le monde aujourd'hui, et je sais bien que quand je dis cela, beaucoup de Français traduisent par la compétitivité égale rationalisation, égale licenciement. Mais oui, non, on va nous mener à la schlag, et puis après, on va nous jeter. Bien. Écoutez, regardons ce que les Allemands ont fait avec Standort Deutschland dans les années 2000. La réunification allemande avait durablement endommagé la compétitivité de l'économie allemande. Ils se sont réunis, ils ont mis le patronat, les syndicats, les Länder, le gouvernement fédéral. Ils ont mis 3 ans à se mettre d'accord, ça a été très compliqué. Ils ont pris une série de mesures qui ont restauré en 5 ans l'économie allemande. Alors, je ne dis pas que la France peut fonctionner à l'allemande. Le patronat et les syndicats en France, l'année dernière, ont fait une table ronde et sont arrivés à une espèce de consensus sur les problèmes de compétitivité française. Qui en a entendu parler? Personne. Est-ce que le fait que les syndicats et le patronat français soient en gros d'accord sur un diagnostic, qui est quand même une base de départ, et le fait que s'il n'est aucunement percolé dans le débat politique français, ça, c'est un des problèmes. C'est symptomatique parce que je me rappelle, on est sur LCP, au même moment, les députés français de gauche et de droite se réunissaient pour parler du financement de la protection sociale et de la compétitivité, et ne parvenaient même pas à tomber d'accord sur un diagnostic. Donc le fait que les forces sociales, patronales, syndicales puissent se mettre d'accord par rapport aux forces politiques est quelque chose d'intéressant et en même temps montre l'ampleur du problème. J'ai pris cet exemple
qui m'a beaucoup frappé, parce que j'en ai évidemment parlé avec les contacts que j'ai, disons, à la CFDT et au MEDEF, ils étaient assez fiers de ce qu'ils ont fait. Et franchement, c'était pas gagné au départ. C'était pas gagné, et le document n'est pas... Bon. Mais zéro impact dans le débat politique. Il faut aller sur le site web de la CFDT ou du MEDEF pour aller trouver ce texte. On ne le trouve pas, personne ne le connaît. Et là, si vous voulez, on ne peut pas parler de la compétitivité d'un pays sans mettre d'abord autour de la table les syndicats et le patronat. Mais ça veut dire qu'on a une classe politique un peu qui infantilise les gens à qui elle parle? Ça veut dire qu'on a une classe politique qui n'est pas très, très, très forte en économie, quoi. Et on a aussi un système politique qui a un peu tendance à attendre des miracles du grand chef qu'on élit une fois tous les 5 ans et qui, comme s'il allait guérir les écrouelles. C'est d'ailleurs aussi ce que laissent entendre les candidats, c'est qu'ils vont guérir les écrouelles. Ça ne marche pas comme ça. L'élection du chef de l'État au suffrage universel, c'est immuable. Je le crains. Laurent, vous avez une question sur les institutions européennes qu'on pourrait éventuellement... Oui, au fond, on est tous à la recherche un peu de l'équation magique pour créer un peu de réenchantement. Vous parliez tout à l'heure de cette difficulté à incarner. On voit bien qu'il y a un problème d'incarnation, en tout cas de représentation, de projection des Français dans l'euro. On ne pourra pas tout changer d'un coup de baguette magique à l'échelon communautaire, mais pour vous, quelle est la plus importante des réformes institutionnelles à entreprendre? Sur la future feuille de route du président de la République, qu'est-ce que vous mettriez en haut de la liste? Je crois d'abord que les réformes institutionnelles, il n'en faut pas trop. À force, et je l'ai dit tout à l'heure, de bricoler ce système européen à chaque fois en rajoutant un petit truc, on a une espèce de château de Walt Disney, encore une fois, à laquelle personne ne comprend rien. Et sur le plan institutionnel, je crois qu'il faut revenir à ce qu'on appelle la méthode communautaire, qui s'oppose, qui est la gestion de l'Europe par les institutions communautaires. La Commission européenne, le Parlement européen, le Sénat des États membres, qui s'appelle le Conseil des ministres. Revenons à ce schéma simple, pas pour des raisons de croyance institutionnelle, parce que si vous prenez 60 ans de construction européenne, ce qui a marché, c'était la méthode communautaire, ce qui a foiré, c'était l'intergouvernemental. C'est aussi simple que ça. Soyons pragmatiques de temps en temps. Regardons ce qui marche et ce qui ne marche pas, au lieu de refaire le monde tout le temps. Mais la question que vous posez, Laurent, c'est ce qui est valable pour 6 ou pour 12, est-ce possible pour 27 ou 28? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? C'est tout à fait possible. Il suffit de se mettre d'accord à la majorité qualifiée. Il faut sortir de l'unanimité là où elle reste. Parce que ça, effectivement, c'est impossible de se mettre d'accord à l'unanimité à 27. Ça veut dire accepter que de temps en temps, on n'est pas dans la majorité. Ça veut dire accepter des transferts de souveraineté supplémentaires. Donc revenons à ce schéma simple. Encore une fois, arrêtons de créer une présidence. Je vais vous raconter une anecdote en une seconde. Après le traité de Lisbonne, j'ai eu une discussion avec un président d'une république d'Asie centrale, qui venait me voir à l'OMC après être passé à Bruxelles. Alors, je lui ai dit, alors comment ça s'est passé à Bruxelles? Il m'a dit, c'était très intéressant. J'ai vu je crois que c'était le président des parlementaires. Et puis après, j'ai vu la présidente qui s'occupe des affaires étrangères. Et puis après, j'en ai vu un autre, c'était le président, des commissions, quoi. Le pauvre gars n'avait strictement rien compris. Ça, c'est... Et on peut le comprendre aussi nous-mêmes. C'est destroy en communication politique. Et est-ce qu'il faudrait plutôt un président à la Jacques Delors ou un président à la Van Rompuy, comme on le connaît actuellement Van Rompuy, il est président du Conseil européen, parce qu'un certain nombre de pays, notamment d'ailleurs les Français et les Britanniques, sont tellement réticents à l'idée de céder de la souveraineté nationale qu'ils veulent le garder dans un pot qui est entre leurs mains. Sauf que par ailleurs, il y a le président de la Commission. Et puis si le président du Conseil et le président de la Commission passent l'essentiel de leur temps à savoir qui va faire quoi, pendant ce temps-là, ils ne vont pas faire grand-chose. Donc revenons, à mon avis, à des choses extrêmement simples. Faisons ce qui marche et pas ce qui ne marche pas. Et par ailleurs, c'est d'abord une affaire de substance.
Là où les Européens ont des problèmes entre eux, ce sont sur des problèmes de substance. Et ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut discuter, il faut que la Commission mette une proposition de compromis sur la table, vérifier qu'il y a la majorité au Conseil pour l'accepter, vérifier qu'il y a la majorité au Parlement européen pour l'accepter, et roule. Pour ça, il faut que les décisions soient prises à la majorité, qualifiées, parce qu'on dit ça dans le jargon politique, et ce n'est pas de la majorité simple, mais décidons à la majorité. C'est beaucoup plus simple de décider à la majorité que de rêver d'élire un président de la République européenne au sud du suffrage universel, ce qui n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que les Britanniques, les Espagnols, les Italiens, les Allemands et les Polonais ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là. Ça vous dirait un jour de remplacer M. Barroso, par exemple, à la tête de la Commission ? Ça a failli arriver à la fin de la Commission Prodi, et le président de la République française de l'époque a trouvé que ça n'était pas une bonne idée. Et est-ce que ça vous dirait d'aller à Matignon en cas de victoire de François Hollande ? J'ai un mandat, j'ai été élu pour un second mandat à l'OMC qui se termine en septembre 2013 et j'ai l'habitude, jusqu'à présent, d'exécuter les mandats qu'on m'a confiés. En 2013, c'est le moment où il pourrait y avoir un plan de rigueur en France. Après, on a connu l'exemple de 81, puis 83. Spéculez sec. Bon, on essaie d'anticiper l'un et l'autre. Vous êtes prêt, éventuellement, le jour où vous aurez terminé votre mandat, à travailler à Bercy, ailleurs? J'ai un mandat, j'ai une organisation difficile dans le monde qu'il est, garder le commerce international ouvert, voire même l'ouvrir un peu davantage, ce qui est bon pour la croissance et le développement, ça ne va pas de soi. Donc je suis là-dessus et je ne demande ni poste ni prébrande. Mais pour aider votre pays? On verra. Si un coup de téléphone arrive, vous le prenez? On verra. J'ai été élevé en politique et dans le gouvernement des affaires nationales européennes par un homme qui s'appelait Jacques Delors. Et il m'a appris que dans ces cas-là, la seule chose à dire, c'est on verra. On attend, voilà. Et on l'a attendu en 1994 lorsqu'il s'agissait de choisir ou non d'être président, enfin d'être candidat en tout cas à la présidence de la République. Vous l'avez influencé ce jour-là dans son choix ou... Non, je savais, j'avais cru comprendre, même s'il ne me l'avait pas dit explicitement, et ce n'était pas d'ailleurs le genre de question qu'il fallait lui poser quand on l'aimait, et je l'aime toujours d'ailleurs beaucoup. Mais j'avais compris depuis longtemps qu'il ne serait pas candidat aux élections présidentielles. C'est un homme qui n'est pas fait pour cela. Il aurait été un formidable Premier ministre d'un régime parlementaire. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi je penche de ce côté, parce que, franchement, je pense que ce sont des vies politiques plus sérieuses. Alors, justement, enfin, un mot de conclusion. On parle beaucoup en France en ce moment de l'expérience Monti en Italie. Quel regard vous portez sur cette expérience qui semble quand même amener de premiers résultats, de réforme du marché du travail, de départ à 67 ans pour l'âge de la retraite, de libéralisation aussi de l'économie, des services? Bon, c'est très difficile de comparer la France et l'Italie, mais si vous voulez, c'est un peu un paradoxe. C'est-à-dire que l'Italie allait probablement moins mal que l'impression qu'en donnait M. Berlusconi, et la France va probablement plus mal que l'impression qu'en donne la classe politique aujourd'hui. Et Mario Monti, qui est un ami avec lequel j'ai été commissaire européen, on a siégé côte à côte pendant 5 ans, est un homme extrêmement déterminé, qui a une vision extrêmement claire de ce que sont les forces et les faiblesses de l'économie italienne. Il a la main, pour l'instant, pendant un certain temps, et il fait ce travail acharné, bout à bout, qui consiste à dire « je vais réduire les faiblesses et je vais augmenter les forces ». Et personnellement, je connais bien l'Italie et son économie, il y a un potentiel de croissance
de mobilisation, de créativité dans le tissu économique italien, et notamment à cause de leur tissu PME, qui est considérable. Et donc, Mario Monti s'attaque à ce qui faisait le handicap de l'Italie, c'est-à-dire cette espèce de... il a en tête, souvenez-vous, quand De Gaulle avait fait faire le rapport Weffarmand, dans les années 60, qui était une espèce de diagnostic de ce qu'il fallait faire pour rendre la France compétitive, Mario Monti, il a ça en tête pour l'Italie. Et d'ailleurs, ce serait pas mal. Jacques Attali a essayé de refaire ça à la demande d'avoir un de Rueff et Nicolas un Armand, Sarkozy. ce serait pas mal. Attali a essayé de refaire ça à la demande de Sarkozy, et c'était un rapport Weffarmand. Donc, ce qu'il faut faire, le diagnostic, c'est pas très compliqué. Il faut le faire. Mario Monti a été mis dans les conditions politiques de le faire, et je lui souhaite du succès, et je pense qu'il a fort bien commencé. Laurent Bigogne, je vous remercie beaucoup, et je vais vous demander de céder la place à un inconnu qui ne devrait pas le rester longtemps, et qui va tout de suite nous rejoindre, et qui s'appelle Chen Vathiou. Quand je dis inconnu, c'est un grand mot. On l'a vu peu de temps avant le discours de Nicolas Sarkozy à Villepinte, et vous allez le découvrir davantage avec ce portrait de Sigor Ibáñez. C'est un jeune patron qui cultive ses origines. À 47 ans, Chen Vathieu, français d'origine chinoise, a réussi dans la production audiovisuelle. Aujourd'hui, il se bat, grâce à son club 21e siècle, pour plus de diversité dans le monde de l'entreprise. Les Français d'origine étrangère sont une chance, bien sûr, pour la France, mais ils sont également une chance dans le développement des relations bilatérales entre la France et les pays dont ils sont issus. Donc pour moi, je dirais, la reconquête du monde passe aussi par ces Français de toute origine. L'engagement de Chen Vathieu est aussi politique. Depuis 2006, il milite à l'UMP, où il est en charge des relations franco-asiatiques. Derrière ces propos sur la démondialisation, en fait, on a voulu stigmatiser un continent qui est l'Asie et un pays qui est la Chine. Chen Vathieu, un militant atypique, défenseur acharné de la mondialisation et européen convaincu. Pour lui d'ailleurs, l'avenir de la France passe par une Europe politique plus forte. Le vrai souci et le vrai enjeu aujourd'hui européen, c'est comment retrouver une véritable gouvernance pour justement peser face au G2 qui est constitué par la Chine et les États-Unis. Chen Vathieu, un libéral décomplexé et un modèle d'intégration qui compte bien se faire entendre sur la scène politique. Alors Chen Vathieu, pour se faire entendre, il faut poser des questions. Vous avez face à vous un roc, quelqu'un qui, comme vous l'avez vu, a piloté et l'Europe et aujourd'hui le monde à travers l'OMC. Quelle est la première question que vous auriez envie de lui poser? J'ai envie de parler de politique avec vous, mais de la vraie, la politique dans la cité. Vous disiez tout à l'heure que les Français étaient pessimistes. Nous sommes en démocratie d'opinion. C'est compliqué, une opinion, mais elle s'impose à nous puisque la réalité s'impose à nous. Donc, je suis candidat pour les élections législatives et il me semble que c'est de mon rôle de faire la passerelle entre le citoyen et puis l'infrastructure européenne. Et aujourd'hui, on a parlé des institutions, du fonctionnement, mais la réalité du terrain, elle est extrêmement simple. C'est qu'on ne sait pas, ou en tout cas on ne peut pas adhérer au concept de l'Europe, parce qu'on ne sait pas, au fond, à quoi elle sert. Le souci principal du Français aujourd'hui, c'est est-ce que l'Europe nous protège? Et les réactions, ou en tout cas, je dirais, les propos que j'entends dans mes contacts avec les citoyens français, c'est qu'en fait, cette protection, elle n'est pas du tout évidente. Elle est totalement virtuelle. Parce que l'Europe, d'abord, comment elle se comporte? Comment elle nous protège par rapport à l'extérieur? On parlait de l'environnement, mais c'est vrai que nous avons une qualité de vie. Est-ce que nous sommes aujourd'hui obligés de renoncer à notre modèle social, qui est comme la composante essentielle de l'identité nationale? Je parle de la France, bien évidemment. Vous parliez tout à l'heure de la protection, je dirais, mais on parle aussi des entreprises. Il n'y a aucune réciprocité. Est-ce que, par exemple, l'accès aux services publics, au marché public, monsieur le directeur général, les Américains, ils ont n'ont pas inventé la préférence nationale, mais ils ont inventé la préférence territoriale.
est-ce que c'est incongru, c'est grossier, c'est politiquement incorrect de considérer que l'accès finalement au marché du service public en Europe ne se fasse pas dans un contexte de réciprocité? Donc ça, c'est la partie, je dirais, protection de l'Europe, rempart contre l'extérieur. Mais également protection contre l'intérieur aussi, parce que nous avons manifestement un problème de méthode. Les 3 crises financières, on a bien vu que nous sommes incapables d'avoir un mode opératoire suffisamment efficace pour répondre aussi rapidement possible, je dirais, à certaines crises. Et la crise grecque, c'est quand même petit problème, gros impact. Et ça, c'est quand même lié à la gouvernance. Donc, et puis l'ambiance aussi, nous avons également un problème d'ambiance. Vous disiez tout à l'heure que le traité européen est incomplet, si j'ai bien compris. Mais il est incomplet, mais il est aussi... Il a le mérite d'exister. Jamais on n'a été aussi loin dans la discipline budgétaire. Mais donc, votre président, qui est aussi le candidat que vous soutenez, bien sûr, propose de revoir, y compris le traité de Schengen. Ça a dû vous surprendre quand même. Certes, mais je parle du traité... J'entends bien, mais là, je parle du candidat socialiste qui dit qu'il veut renégocier le traité. Mais le fait, je dirais, qu'un candidat lance des propos de ce type-là fragilise quand même, je dirais, l'ambiance générale. Donc, du coup, aujourd'hui, en fait, la vraie question que je vous pose, c'est que on déplore que, finalement, le français de base, le citoyen, n'arrive pas à comprendre les infrastructures européennes, mais l'infrastructure européenne doit aussi faire donner davantage, ou faire plusieurs efforts dans la représentation, dans l'exemplarité. Et j'ai l'impression que, en fait, l'élite ou l'infrastructure est complètement déconnectée de la base. Alors, c'est une série de questions qui se terminent par une vraie question. Est-ce que l'élite est déconnectée? Je vais répondre à ce propos en commençant par là où vous avez commencé, qui est, une fois de plus, cette grande idée qu'il faut absolument protéger les Français et les Européens. Mais de quoi faut-il les protéger? Pourquoi cette notion de rempart? Rempart contre quoi? Contre la récession, contre le chômage. Attendez. Rempart, c'est un truc qui vous protège de l'extérieur. 90% de la croissance dans les 5 années à venir va venir des pays émergents. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être protégé de la croissance des pays émergents? Est-ce que vous avez vraiment envie d'isoler l'Europe derrière ce rempart dans un monde qui, lui, continue à croître et à se développer? Et c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Brésil. Dans 15 ans, c'est l'Afrique. Mais ça fait autant de textile qui n'est pas fabriqué en France, par exemple. Attendez. Bon exemple. Les pays européens ont la même politique commerciale extérieure en matière de textile et d'habillement depuis 50 ans. La même, identique. Certains pays européens se débrouillent comme des chefs, d'autres comme des manches. Ne mettez pas ça sur le dos du rempart. Nous, on a dans les manches. Plutôt. On n'est pas dans les chefs, disons. Enfin, il y en a qu'on fait plus mal que la France, quand on regarde. Monsieur Lamy, donc, ne commençons pas par cette idée qu'il faut d'abord se protéger. Il y a des opportunités formidables. Écoutez, ce matin, j'étais à Orléans. J'ai remis l'Ordre national du mérite à un de mes camarades de classe de lycée, qui est patron d'une boîte, une PME, dans la sous-traitance automobile, dans le caoutchouc, qui n'est pas quelque chose de facile, maintenant, il est président de l'Élastopôle, qui est d'ailleurs une très bonne initiative. Je suis très pour les pôles de compétitivité. Ça fait 30 ans qu'il rame pour préserver 350 emplois en France. Il a préservé ces 350 emplois en France. Comment? En créant 200 emplois ailleurs dans le monde, en Chine, au Mexique, en Roumanie, au Maroc. C'est ça l'économie d'aujourd'hui. Ça veut dire que si on veut développer, protéger l'emploi en France, ou développer l'emploi en France, ce qui serait mieux parce qu'il y a quand même un niveau de chômage qui est assez effrayant, alors il faut jouer les cartes de cette ouverture et de cette compétitivité. Et elle marche pour d'autres pays européens. Donc, je ne vous suis pas sur l'idée que la première chose à faire, ce serait de protéger la France et l'Europe de ce monde atroce. Bon, sur la réciprocité, vous avez... Laissez-moi finir. Sur la réciprocité, vous avez tout à fait raison. Les Européens peuvent parfaitement
réserver une partie de leur marché public à des PME européennes comme les Américains le font. Aucun problème vis-à-vis des règles OMC en matière de marché public, c'est la réciprocité qui compte. Simplement, sachez que si vous faites ça, ce sont les Européens qui font ça ensemble. Et donc vous allez réserver une partie des marchés publics aux petites et moyennes entreprises européennes. Je crois avoir dit tout à l'heure que là où la France a un problème de compétitivité, c'est sur l'Europe. Je ne suis pas sûr que ça arrangera beaucoup le chômage en France. Donc, encore une fois, il faut regarder les choses extrêmement concrètement. Sur la gouvernance, je vous donne totalement raison. Je pense que la gouvernance européenne actuelle a été endommagée par des complications successives qui sont le fruit de cerveaux extrêmement brillants, de diplomates, qui coupent les cheveux en quatre, qui coupent des compromis à deux têtes. Sauf que deux têtes, ça ne marche pas en politique. Bon, deux points pour vous, un pour vous. Juste une petite, avant que vous posiez vos questions, la dernier élément de notre sondage, assez édifiant, vous allez le voir, sur la solidarité européenne vis-à-vis de la Grèce, puisqu'on parle des mauvais élèves. Bon, là, en l'occurrence, un gouvernement grec a été très mauvais élève. Donc il y a 20% des Français sondés par OpinionWay qui disent c'était nécessaire. Il y en a 32% qui disent c'est au fond normal, ou grossièrement un peu, une grosse moitié qui dit c'est plutôt bien. Et puis en revanche, 20% qui estiment que c'est inutile et 28% que c'était dangereux. Votre commentaire là-dessus, rapidement, Pascal Amice, vous partagez cette opinion. C'est une image, disons, assez répartie de ce qu'est la solidarité. Oui. En général, d'ailleurs, les gens expriment plus la solidarité quand il s'agit de savoir si eux vont en bénéficier que si les autres. Bon. Mais si vous voulez, la vérité... Ça veut dire qu'ils ont quand même compris globalement qu'il fallait les aider, les Grecs. Vous avez dit tout à l'heure, à juste titre, que la crise grecque n'a pas été bien gérée par la gouvernance européenne. J'en conviens tout à fait. La vérité, c'est que la solidarité de fait des économies européennes et surtout des systèmes financiers européens avec la Grèce était beaucoup plus forte que la solidarité de droit, que la solidarité institutionnelle. C'est d'ailleurs ce que cherchaient les pères fondateurs de l'Europe. Quand ils ont dit on va créer des solidarités de fait, Robert Schuman, qui vont entraîner des solidarités de droit, ils ont créé les solidarités de fait, elles continuent à se créer, et les solidarités de droit ne suivent pas. Si tout le système financier européen était gavé de titres de dette grecque, parce que l'euro protégeait la Grèce d'un certain nombre de faiblesses de leur économie, ça, c'est une solidarité de fait qui n'était pas reconnue par des solidarités de droit. Et les Grecs, aujourd'hui, je leur en parle de temps en temps, parce que j'ai gardé des tas de copains là-bas, les Grecs sont dans une mouise épouvantable. Cette cure d'austérité est atroce. Mais surtout pour ceux qui la subissent. Ils disent il fallait le faire, même si c'est un peu beaucoup et un peu trop vite. Et deux, ils disent nous restons très majoritairement européens. Les Grecs restent aujourd'hui très majoritairement pro-européens. Ils espèrent quelque chose de l'Europe. Donc ça dit aussi quelque chose. Alors la solidarité, c'est permettre à Tchelbatu de parler. Je reviendrai sur la solidarité, mais j'ai envie de réaborder la première question sur le ressenti. Parce que je voudrais qu'on reste, je dirais, dans la vie réelle. Nous sommes en démocratie d'opinion. Donc, est-ce qu'on peut parfois changer de méthode et ne pas solliciter le cerveau du citoyen français, mais son cœur? C'est comment, je dirais, il appréhende, comment il comprend, comment il vit l'Europe. Et aujourd'hui, je dirais, il y a quand même une ambiance générale. Une partie de l'intelligence française passe son temps à jouer sur nos peurs. C'est une réalité. Ceux qui défendent la démondialisation, quelque part, ils sont en train de diaboliser l'Asie. Or, je dirais, le commerce que nous faisons avec la Chine, c'est 7,5%. 60% du commerce extérieur de la France est fait avec les pays européens. Nous importons 1% de textiles chinois par an. C'est quand même pas ça qui va bousculer les choses. Cependant, les démondialisateurs, ils ont quand même réussi à faire un lien de causalité ou une liaison. Il n'y en a pas derrière vous. Non, il y en a je cherche à savoir où ils sont. Il y en a quelques-uns, on les a entendus dans le débat politique. Vous les connaissez bien, monsieur l'ami. Puisque les démondialisateurs ont créé le lien entre désindustrialisation et libre-échange.
Vous n'allez pas dire le contraire. Aujourd'hui, on est en train d'accuser le commerce international, le libre-échange, d'être à l'origine de la désindustrialisation. Or, je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler à la fin des années 80, il n'y avait déjà plus de textile en France. Le textile était en Italie. L'électroménager était en Italie. Les Italiens dévaluaient tous les 6 mois. Après, le textile est parti en Afrique du Nord. Cependant, on a fait une espèce de compression de l'histoire récente. Et on a réussi à dire, ah tiens, c'est à cause de l'Asie. Et puis aussi le protectionnisme européen. Deuxième tendance, je dirais, de l'intelligence française, qui dit protectionnisme. 60% de notre commerce est réalisé avec les pays européens. Alors, avouez quelque part qu'il y a quand même une tendance à la manipulation de l'opinion. Donc, comprenez-vous que, je dirais, du point de vue du citoyen, il ne comprend plus rien. Alors, Pascal Lamy, vous avez 30 secondes pour répondre. Et je précise aussi, vous êtes d'origine chinoise, né au Cambodge, naturalisé français. Oui. Pour justement colorer votre propos. Et précisément, je me demande s'ils ne sont pas en train d'agiter le chiffon du péroné jaune. Alors, 30 secondes, j'ai dit, vraiment. J'ai dit, ce qui a choqué beaucoup de gens dans ce qui reste mon camp politique, que le concept de démondialisation était un concept réactionnaire. J'en reste là. Hein. Vous l'avez dit à Arnaud Montebourg et quelques autres. Si vous parlez aux démondialisateurs, c'est pour ça que je cherche. Il y en a, certainement. Ils ne sont pas là autour de cette table ce soir. Bon. C'est un concept réactionnaire. Et j'ai cru comprendre dans votre propos initial, quand vous plaidiez pour le rempart, que vous n'en étiez pas très loin. Hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bon. Donc, c'est, je crois, une erreur historique grave. C'est comme, souvenez-vous de ce mouvement ouvrier en Angleterre, quand on a créé les machines à tisser, qui voulaient casser les machines parce que c'était mauvais pour l'emploi. C'était du ludisme. Eh bien, la démondialisation, c'est ça. Ça consiste à ne pas reconnaître le progrès technologique tel qu'il se développe. Casser les machines, ça n'est pas la bonne formule. La bonne formule, c'est d'établir un rapport de force avec ceux qui utilisent les machines, dans la mesure où il reste vrai, dans le monde d'aujourd'hui et dans la France d'aujourd'hui, qu'il y a des gens qui doivent vendre leur travail pour vivre. Et ça, c'est ça qui compte à la fin. Merci beaucoup, Pascal Lamy, pour votre franchise et pour nous avoir parlé sans langue de bois. J'espère que ce sera le même cas si un jour vous arrivez dans un gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, on verra bien. Alors, de la même manière qu'à la fin de l'heure de vérité, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, le réalisateur Jean-Luc Léridon et puis l'animateur François-Henri de Virieux demandaient toujours à l'invité de signer. Alors là, on va faire une signature un peu plus moderne avec votre téléphone. Vous allez nous envoyer un tweet, à qui vous voulez d'ailleurs, pas forcément à nous ni à Chen Vathiou, que je remercie aussi par la même occasion. Et puis, pendant qu'on va découvrir ce que vous écrivez et à qui vous l'écrivez d'ailleurs, je vais donner rendez-vous à nos téléspectateurs sur LCI le 17 avril prochain, sur LCP, donc le 17 avril prochain pour Solidarité, là encore au pluriel, avec Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT, puisque vous y faisiez allusion tout à l'heure. Je vous remercie à tous de nous avoir fait confiance. Merci Chen Vathiou et merci à vous Pascal Lamy. Ça y est, vous avez réussi à le sortir, à le lancer. J'ai un petit problème de pile. Ce que j'écris, et je l'écris à vos enfants, à mes 3 enfants et à mes 3 petits-enfants. Hein, je leur écris « Monde demain meilleur, à vous ». À condition d'y travailler ensemble quand même. Tout ce temps qu'on y est. Merci beaucoup, Pascal Lamy.